C'est pour ça que j'ai pour habitude de dire à tous ceux-là qui combattent les régimes en place aujourd'hui en Afrique, que le vrai combat n'est pas de combattre nos régimes, le vrai combat n'est pas de combattre nos dirigeants actuellement. Le vrai combat aujourd'hui est de combattre l'Occident impérialiste. Parce que si l'Occident impérialiste n'est plus aujourd'hui en Afrique, je vous assure, l'Afrique devient libre. Nous pouvons avoir la possibilité, le choix tranquille de choisir qui va nous diriger. Le vrai combat aujourd'hui en Afrique n'est pas de chasser les dirigeants qui sont aujourd'hui au pouvoir. Le vrai combat n'est pas de chasser nos dirigeants, non. Le vrai combat aujourd'hui, c'est de chasser l'Occident impérialiste. Le vrai combat aujourd'hui, c'est de dire à l'Occident impérialiste, fous-le-camp, va-t'en. Le vrai combat aujourd'hui, c'est de dire, nous sommes souverains. Nous voulons notre souveraineté. La guerre dans le Moyen-Orient, déclenchée par les États-Unis d'Amérique et Israël, aujourd'hui, entraîne plusieurs conséquences. Oui, les amis, les gens meurent par millions aujourd'hui. Les gens se déplacent par millions. Oui, le monde est en train de chambouler. Le monde est en train de vaciller. Aujourd'hui, toutes les familles qui avaient et qui espéraient vivre leur vie paisiblement dans le monde du Moyen-Orient sont contraints de partir, sont contraints de fuir la région. Plusieurs familles se sont séparées, plusieurs enfants tués, plusieurs parents abandonnent leurs enfants parce qu'ils veulent sauver leur vie. Plusieurs parents, plusieurs enfants perdent leurs parents. Chacun court le plus longtemps possible pour sauver sa vie. Les gens meurent par millions. Les gens meurent par millions. Les gens quittent leur territoire, quittent leur terre par millions, espérant avoir une vie meilleure ou espérant survivre, sauver leur vie en allant ailleurs pour trouver le refuge. Car la guerre au Moyen-Orient aujourd'hui est une guerre dévastatrice, est une guerre qui a déstabilisé toute la région, est une guerre qui continue de jour en jour à s'aggraver. Les tensions au Moyen-Orient continuent de monter davantage. Oui, mes amis. Cependant, les milliardaires, certains milliardaires de ce monde se font davantage le blé. Certains milliardaires de ce monde se font encore davantage du gain. Il faut produire plus d'armes pour pouvoir aller frapper en Iran. Il faut déstabiliser l'économie mondiale. Car si le détroit de Hormuz est fermé aujourd'hui, c'est tout le monde qui vacille dans la perte. C'est tout le monde entier qui tremble, comme nous observons les conséquences d'ailleurs. Nous n'observons pas les conséquences de cette guerre seulement au Moyen-Orient. Non, c'est la conséquence de cette guerre orchestrée par les États-Unis d'Amérique et Israël a des conséquences partout dans le monde entier. Et surtout, beaucoup plus pour les Africains qui produisent presque pas ce qu'ils consomment et qui achètent d'ailleurs leurs produits de consommation. Aujourd'hui, cette guerre doit nous faire réfléchir, doit nous faire devenir des producteurs et non des consommateurs. Aujourd'hui, cette guerre doit nous enseigner quelque chose de particulier. Aujourd'hui, cette guerre doit nous faire comprendre qu'à tout moment, le monde peut vaciller, le monde peut basculer. Qu'à tout moment, le monde peut aller d'un point A à un point B, à un point Z, sans toutefois franchir les autres étapes. Alors nous, Africains, nous devrions nous préparer par conséquent. Par conséquent, nous, Africains, nous devrions nous préparer. Par conséquent, nous, Africains, nous devrions être prêts. Est-ce que nous avons les réserves pétrolières? Nous n'avons pas de réserves pétrolières. Alors, c'est quoi la conséquence? Le secteur du transport est bloqué. Les aliments seront bloqués dans les champs. Les populations vont mourir de faim. Il y a tellement de conséquences. Et pour l'instant, nous, Africains, nous ne voyons certainement pas encore, ou encore que nous refusons d'admettre ou d'accepter. Mais cette guerre va tuer des millions de personnes. Pas seulement ceux qui sont dans la région, présents dans la région, mais cette guerre va tuer plusieurs personnes dans le monde entier. Souvenez-vous de la crise de 1919. Les amis, mes frères, il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous tirons des leçons. Au lieu d'acheter de quoi manger toujours ailleurs, achetons des marchés, cultivons nous-mêmes, produisons nous-mêmes ce que nous voulons manger, construisons
Construisons des partenariats solides avec des États fiables. En Afrique, vous me direz cela en commentaire. Combien de pays africains disposent d'une centrale nucléaire? J'en compterai seulement l'Afrique du Sud. Mais si je me trompe, dis-moi en commentaire combien de centrales existent en Afrique. Moi, je ne compte que l'Afrique du Sud qui possède une centrale nucléaire pour la production du pétrole. Notre pétrole est produit, nous avons du pétrole, mais nous n'avons pas de quoi le transformer sur place. Ce n'est pas le fonds ce n'est pas l'argent pour construire les centrales qui manquent, mais c'est de la mauvaise foi. C'est le suivisme bizardienne. Nous devrions arrêter de faire ce que les autres nous demandent de faire, mais faire ce qui est juste pour nous. Je vous interpelle aujourd'hui, vous peuple africain, vous mon peuple, afin que vous compreniez que le monde est en train de vaciller. Le monde va de plus en plus mal. Et en cette période, dont il est nécessaire pour nous de choisir davantage, de choisir avec qui marcher, de choisir aux côtés de qui marcher, il est important que nous sachions avec qui marcher. C'est maintenant ou jamais de choisir des partenaires plus fiables, des partenaires plus sûrs, des partenaires qui rassurent sincèrement. Et quand je parle de ces partenaires, je ne vois que la Fédération de Russie, la Chine, bref, les pays du BRICS. Car le monde des BRICS aujourd'hui est le monde qu'il nous faut. Le monde du BRICS est le meilleur monde aujourd'hui. Le monde unipolaire où tout était centré sur l'Occident impérialiste est démodé, est fini. Et ça, c'est la fin de l'hégémonie occidentale qui est en cours. Alors, c'est quoi la décision des Africains? C'est quoi notre décision à nous, peuples africains? Il est temps que nous ayons notre propre souveraineté. Il est temps que nous prenions notre propre responsabilité. Il est temps que nous nous levons nous-mêmes, que nous disons stop. Il est temps que nous marchions par nous-mêmes. Il est important pour nous d'éviter ceci. Évitons ceci. Ceci. Aujourd'hui, il n'y a plus de pétrole dans certains pays, il n'y a plus de pétrole à la pompe. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de réserve pétrolière. Évitons ceci. Au Nigeria, 35 millions de personnes risquent d'être frappées par une grave faim d'ici à 2026. Un seuil inédit dans le pays, selon le programme alimentaire mondial qui sonne l'alerte. Derrière cette perspective, la recrudescence des attaques des groupes armés dans le nord du pays, des exactions qui pousseront la faim à des niveaux jamais vus auparavant et devraient entraîner les pires niveaux d'insécurité alimentaire en Afrique. En guise d'exemple, une crise silencieuse progresse, une crise qui touche des millions de personnes loin des projecteurs. Selon un récent rapport publié par un web, plus de 3,3 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire sévère dans le pays. Derrière ce chiffre, ce sont des familles entières qui peinent chaque jour à trouver de quoi se nourrir. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs qui se combinent, notamment les conflits armés dans les régions comme l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest, les déplacements massifs des populations, les chocs climatiques et une pauvreté persistante. Dans les zones les plus touchées, de nombreuses familles ont dû abandonner leurs terres, réduisant fortement la production agricole. Ce qui rend cette crise encore plus inquiétante, c'est son caractère discret. Selon la même source, cette urgence humanitaire reste largement sous-financée et peu médiatisée malgré l'augmentation des besoins. Des Nations Unies ont
familles meurent par millions. Pourquoi? Parce qu'il manque de quoi manger. Pas parce qu'il n'y a pas la terre à cultiver, non. Nous avons un vaste territoire de terre cultivable. Mais nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas la foi. Nous voulons manger ce que les autres ont produit. Nous refusons de produire nous-mêmes. Regardez ceci. Il n'y a jamais eu d'eau courante à Nanas Park, un bidonville situé au sud de Johannesburg. La seule source vient de ce point d'eau relié à une rivière. Ces femmes et ces enfants font partie des 3 millions de Sud-Africains qui, selon le gouvernement, n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Les gens tombent malades, c'est très grave. Nous avons des bébés. Il y a beaucoup de moustiques à cause de cette eau. Ils pondent des œufs et nous ingérons ces œufs dans l'eau. Puis on tombe malade. Moi-même, j'ai été malade pendant 4 mois. Je pense que c'est à cause de cette eau. Mais l'eau n'est pas seulement un problème dans les bidonvilles. Les principales rivières du pays sont contaminées. Mondiale, l'accès à l'eau ne reste qu'un rêve. Chaque jour, ils sont contraints de marcher environ 6 km pour étancher leur soif d'une eau trouble et non potable. Privés d'école, privés d'un second revenu, ces familles risquent pourtant leur vie en buvant de l'eau qu'ils s'efforcent de collecter quotidiennement. Pourtant, ensemble, nous avons la possibilité de changer cela. Ces Kenyanes viennent chercher de l'eau dans ce ruisseau. Un trajet d'environ 30 minutes, car dans le quartier de Nairobi où elles habitent, il n'y a pas d'eau courante. J'ai donné naissance à mes enfants ici et je les ai élevés ici. Mais depuis que j'ai emménagé, il n'y a pas d'eau. Nous nous demandons à quoi sert ce robinet. Est-ce que nous ne pouvons pas le jeter vu qu'il ne nous donne pas d'eau? L'eau que nous avons provient de la rivière et nous l'utilisons pour nous laver, pour boire et pour cuisiner. Depuis 3 ans, David vit dans la capitale kenyane. Il ne reçoit de l'eau chez lui qu'une fois par mois. Le reste du temps, il doit venir chercher de l'eau dans ce puits. Ici, comme l'eau n'arrive qu'une fois par mois, je dois avoir un plan B. Mais cette eau n'est pas potable. Je l'utilise donc uniquement pour le nettoyage, la lessive et d'autres choses. Parce que les prix de l'eau gazeuse et de l'eau plate sont très élevés et je ne peux pas me permettre. J'ai mal quand je vois ceci. J'ai très mal. Le peuple africain meurt par millions par manque d'eau potable. Par manque d'eau potable, les amis. Cela est un problème majeur. Nous devrions revoir ceci. Depuis plusieurs décennies que nous avons fait des partenariats avec les Occidentaux, nous n'avons pas pu résoudre des problèmes pareils. Alors il est temps que nous changeons. Il est temps que nous voyons ailleurs. Il est temps que nous choisissons d'autres partenaires afin d'expérimenter de nouvelles choses. Regardez ceci. Les forces de l'ordre ont tiré des coups de feu et usé de gaz lacrymogène pour disperser des foules dans les rues de la ville au lendemain d'un scrutin marqué par de violentes manifestations, selon un témoin cité par Reuters. C'est en plein vote du mercredi dernier que les émeutes ont éclaté dans la mégapole tanzanienne. Des rues enflammées par la colère citoyenne, une coupure d'internet national le jour du vote et une présidente dont la victoire semble décidée avant même l'ouverture des urnes. Pour un 8e mandat à la tête du pays. Alors que faut-il retenir de ce scrutin? Notre invité, l'analyste politique Brice Molo, nous éclaire dans un instant. Résultat définitif de l'élection présidentielle du 12 octobre, l'annonce de la victoire de Paul Biya a déclenché une vague de colère parmi les habitants. Des groupes de jeunes ont érigé des barricades bloquant les principales artères de la ville. Des foyers de feu brûlent le long des routes, symbolisant la tension et la frustration qui règnent face à la proclamation du Conseil constitutionnel. Protester. Tout ce chaos-là est exactement ce que l'impérialisme occidental veut. Il veut que nous passions le temps à nous détruire, à discuter entre nous, à nous battre, afin que lui puisse avoir la main sur nos matières premières, sur nos matières linéaires. Il est temps que nous nous réveillons, il est temps que nous nous levons, il est temps que nous disions stop, il est temps que nous prenions notre destin en main. Notre combat reste notre combat. Personne, aucun autre État ne viendra combattre à notre place. Aucun autre État ne viendra nous dire de construire des barrages pour produire de l'électricité. Personne d'entre eux ne viendra nous conseiller cela, plus afin que nous puissions mal gouverner nos nations. C'est pour ça que j'ai pour habitude de dire à tous ceux-là qui combattent les régimes en place aujourd'hui en Afrique, que le vrai combat n'est pas de combattre nos régimes, le vrai combat n'est pas de combattre nos dirigeants actuellement. Le vrai combat aujourd'hui,
est de combattre l'Occident impérialiste. Parce que si l'Occident impérialiste n'est plus aujourd'hui en Afrique, je vous assure, l'Afrique devient libre. Nous pouvons avoir la possibilité, le choix tranquille de choisir qui va nous diriger. Le vrai combat aujourd'hui en Afrique n'est pas de chasser les dirigeants qui y sont aujourd'hui au pouvoir. Le vrai combat n'est pas de chasser les dirigeants, nos dirigeants, non. Le vrai combat aujourd'hui, c'est de chasser l'Occident impérialiste. Le vrai combat aujourd'hui, c'est de dire à l'Occident impérialiste de fous-le-camp, va-t'en. Le vrai combat aujourd'hui, c'est de dire nous sommes souverains. Nous voulons notre souveraineté, c'est de choisir la voie de la vérité. C'est de pouvoir choisir ses partenaires. Le vrai combat aujourd'hui, c'est contre l'impérialisme occidental. Le vrai combat n'est pas contre nos dirigeants. Le vrai combat n'est pas contre nos institutions. Le vrai combat, c'est ailleurs. Nous sommes en train de perdre de vue le vrai combat. Nous nous battons contre le mauvais ennemi. Le vrai ennemi est tapis dans l'ombre. Et nous, le vrai ennemi est habillé en costume. Et nous en allons nous battre contre celui-là qui veut aussi que nous soyons bien, malgré le fait qu'il soit manipulé. Malgré le fait qu'il soit manipulé ou compromis. Alors mon frère, je te prie de liker, de commenter, de partager, de mettre en commentaire je suis Afrique, afin que toi et moi, nous puissions ensemble lutter pour que l'Afrique soit libre aujourd'hui, demain et après-demain, et pour toujours, afin que nous puissions laisser un héritage à nos enfants. Il est important que nos enfants bénéficient d'un héritage venant de nous. Alors allons-nous rester là et dire, il va se battre à son tour, ou bien nous allons nous lever et nous battre pour nos enfants. Je te remercie infiniment d'être arrivé ici. Partage, commente et surtout critique-moi en commentaire, parce que ce sont tes critiques qui me donnent la force de continuer, ce sont tes critiques qui me donnent l'énergie de pouvoir continuer, de pouvoir faire des recherches concernant notre bien-être de demain. Je te remercie frère, merci infiniment, merci sœur, mais merci. Que les ancêtres, les dieux d'Afrique te bénissent, te protègent et surtout qu'ils ne bénissent tes projets. Ainsi soit-il. Ciao.